Cette vidéo ne va pas percer, et je vais t'expliquer pourquoi. La semaine dernière, j'ai passé plusieurs heures à écrire et à enregistrer une vidéo, et elle est déjà morte. 0 like, 0 commentaire, juste ma famille l'a regardée. Pourquoi? L'algo l'a enterré en silence. Les algos testent ton post sur 3 personnes. Si personne ne clique, commente ou reste, c'est game over. Mais attends, c'est évitable. Savais-tu que les maths ont tué le basket? Non, vraiment. Et ça a tout à voir avec les réseaux sociaux. Je m'y connaissais pas du tout en basket, jusqu'au jour où je suis tombé sur une comparaison. Je t'explique ce qui se passe sur ces images. Au basket, on ne fait pas le même nombre de points selon où on se trouve quand on tire. Près du panier, ça vaut 2 points. Loin du panier, derrière la ligne en forme de D, ce sont 3 points. Entre les deux, ça vaut aussi 2 points. Mais c'est plus difficile que près du panier. Des experts ont analysé les données d'une tonne de matchs et ils ont conclu que mathématiquement, il y a juste 2 endroits à partir d'où ça vaut la peine de tirer. Tout près du panier ou derrière la ligne en D. Tirer à partir de n'importe quel autre endroit sur le terrain n'est pas aussi payant. Parce que c'est souvent aussi difficile que de tirer à 3 points. Mais ça ne rapporte que 2 points. Aujourd'hui, pratiquement tous les joueurs concentrent leur tir près du panier ou loin derrière la ligne à 3 points. Ils évitent complètement de tirer à partir des zones intermédiaires. Pour les équipes, c'est la, entre guillemets, meilleure chose à faire. Parce que c'est le meilleur moyen de gagner. Mais ça a aussi rendu les parties prévisibles, et donc plates, parce que tout le monde joue pareil. Ce qui était au début une stratégie brillante, appliquer les maths au sport, est devenu un standard routinier. Et cette standardisation du jeu est en train de tuer le plaisir qu'on peut prendre à regarder des gens jouer au basket. Et si je te disais que c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux, notre obsession pour les données est en train de rendre notre monde prévisible et ennuyeux. Faut pas chercher bien loin pour voir la tendance. Regarde juste la quantité de séquelles, de préquels et de spin-off qui sortent au cinéma. On dirait que les studios ne veulent plus prendre de risques avec de nouvelles histoires, ils ont fait les maths et les franchises connues rapportent beaucoup tout en garantissant le plus petit risque possible. Pourquoi changer? Pourquoi innover? Pourquoi inventer? Pourquoi créer quelque chose de nouveau quand les données peuvent prédire ce qui fonctionne? Sur les réseaux sociaux, je traverse une véritable crise de sens. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais des conversations intéressantes avec les gens. J'apprenais, je découvrais. Oui, j'étais diverti, mais aussi nourri. Maintenant, tout ce que les réseaux veulent, c'est maximiser mon temps, passer sur leur plateforme pour pouvoir vendre plus de publicité. Tout comme les joueurs de basket qui se concentrent uniquement sur les tirs les plus rentables, les algorithmes de réseaux sociaux optimisent pour maximiser notre temps passé sur la plateforme. Souvent au détriment de la diversité et de la pertinence véritable du contenu. Avec les algos à la TikTok, on ne peut même plus être intentionnel sur ce qu'on désire voir. C'est exaspérant. Plutôt que de nous montrer ce que créent les humains qu'on a choisi de suivre, l'algorithme hyper puissant va trouver le truc abrutissant auquel on est étrangement addict pour nous garder captifs. Dans certains cas, on utilise même des LLM pour écrire notre contenu à 100% à notre place. L'acte de créer en soi n'est même plus sacré. C'est devenu une formule mathématique. Sur TikTok, Insta, YouTube, on fait tous pareil. On suit les algos, on optimise, on recycle les mêmes formats. Et tout ça pourquoi? Parce que les données disent que ça marche. Et je ressens beaucoup de lassitude face à tout ça. J'ai lu tous les articles sur l'emmerdification de l'internet et ça m'a fait mal parce que c'est juste tellement vrai comme analyse. Ça m'a fait sentir pendant un moment complètement impuissant. L'emmerdification d'Internet, ça désigne le processus par lequel les plateformes en ligne se dégradent volontairement avec le temps. Pas par incompétence, pas par stratégie, le mécanisme en 3 phases. En gros, la phase 1, c'est la séduction des utilisateurs. La plateforme est excellente, donc simple, utile, et il y a peu de pubs. Elle sert l'utilisateur pour attirer la masse. La phase 2, c'est l'exploitation des créateurs et des partenaires. Une fois captif, l'audience devient un levier. La plateforme change les règles, elle presse les créateurs, vendeurs et médias, et les algorithmes, les commissions et la visibilité conditionnelle. Et la phase 3, c'est l'extraction maximale de valeur, quand tout le monde dépend du système. Il y a des pubs envahissantes, des abonnements forcés, une baisse de qualité, un verrouillage des alternatives et la plateforme n'optimise plus l'expérience. Elle optimise la rente. En résumé, l'utilisateur n'est plus le client, il devient le produit, puis un obstacle à la monétisation. Et ça a clairement contribué à mon envie de quitter les réseaux sociaux. Chose que je fais par cycle de temps en temps sur Discord et TikTok. Et ces dernières semaines, j'étais en grosse réflexion. Est-ce que je devrais retourner sur les réseaux sociaux plus activement? Si oui, de quelle façon? Est-ce qu'il y a un moyen d'y être sans avoir l'impression de participer à ce phénomène d'appauvrissement intellectuel et humain, sans sentir que je suis en train de gaspiller mon précieux jus créatif au profit des grosses plateformes? Ce que je fais, c'est que quitter les réseaux sociaux pendant plusieurs mois m'a fait réaliser que j'aime réellement ces plateformes. Mais ce que j'aime le plus, c'est questionner les gens et questionner le monde. En apprendre plus sur eux et sur le monde dans lequel on vit. Consommer des contenus au hasard en fonction de ce que l'algorithme juge le plus irrésistible pour mon cerveau à mes yeux, c'est subir, pas découvrir. Et le basket serait sûrement plus intéressant si les joueurs ne jouaient pas tous pareil, en fonction de ce qui est statistiquement optimal. Je me dis que ça doit être pareil avec le contenu que je crée et que je consomme. Si j'arrive à me détacher quand je crée de ce qu'il faut faire pour plaire aux algos, je vais avoir plus de fun. Et si je trouve des trucs pour consommer les contenus des personnes qui m'intéressent, sans laisser les algos me manipuler, je vais pouvoir découvrir, explorer et apprendre pour de vrai. Anyway, quand je crée sur ces plateformes, je fais du travail bénévole pour Microsoft et Meta. Je vais pas commencer à m'en faire avec mes résultats en plus.
Est-ce que je vais faire acte de présence? Oui. Est-ce que je vais m'en faire avec mes résultats? Non. Mon énergie, je vais la mettre dans des contenus longs, comme celui-ci, parce que la supériorité des contenus courts, c'est un mythe. J'ai un peu le sentiment qu'on essaye de m'enfoncer les contenus courts dans la gorge, à coup de statistiques impressionnantes, en me répétant que c'est ce que les gens préfèrent, c'est ce qu'ils consomment, ce qui marche, etc. Sauf que ce que personne ne semble dire, c'est que si les contenus courts sont bons pour divertir, ils restent pas mal moins efficaces pour convertir. Surtout quand tu t'adresses comme moi à des humains intelligents et curieux, qui aiment aller plus profond, plus loin. Et j'ai donc décidé de lâcher prise sur les gens qui ont envie de consommer juste des trucs courts qui demandent zéro effort ou concentration. Si des verbes comme penser, réfléchir, refaire, itérer, transformer, approfondir, explorer ou déconstruire ne te font pas peur, c'est pour toi que je crée du contenu. C'est quand je crée du contenu pour les gens comme toi que j'ai du seum.